Aujourd'hui, c'est simple, on se retrouve pour 5 threads d'horreur et on va commencer directement avec le premier. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Winnie. C'est une américaine de 22 ans et elle est toujours à l'université. Et en même temps, elle a un petit boulot dans une chaîne de restauration rapide pour se payer son loyer et aussi pour rembourser son prêt étudiant. Alors oui, aux États-Unis, il fait très mal le prêt étudiant. Bref, Winnie nous dit que son histoire ne va pas être trop longue car elle veut aller à l'essentiel. Ce qui exclut donc que oui, elle a une vie parfaite, plein d'amis à l'université, elle a les meilleurs parents du monde, blablabla, mais il lui manque quelque chose dans sa vie, et c'est l'amour. Bon, classico, hein, tu connais un petit peu. Puisque oui, elle est déjà sortie avec plusieurs mecs à l'université, même beaucoup, elle nous dit, mais finalement, aucun ne lui correspond. Et bon, pour trouver l'amour, elle se tourne vers la meilleure solution selon elle. Je reprends juste ces termes. Tinder. Je te jure, j'ai l'impression de faire une promotion de cette application, mais une promotion inversée. Genre, c'est pas le top. Enfin, le problème, c'est pas l'appli en soi, mais c'est les gens qui l'utilisent. Mais bon, revenons au développement de cette histoire. Winnie est allongée sur son canapé et elle utilise Tinder. Elle discute avec plusieurs mecs, mais surtout un qui sort un peu du lot. En fait, c'est pas le plus beau, mais en termes de discussion et tout, c'est celui avec lequel elle s'entend le mieux. Ça rigole, les sujets sont variés et tout, il y a une bonne alchimie en vrai. Et c'est trop cool. Les autres, ils sont beaux, mais après, niveau communication, c'est pas leur fort. À un moment, Winnie et ce gars qu'on va appeler Ben se mettent d'accord pour un rendez-vous en ville dans un Starbucks vers les coups de 19h. Winnie nous dit que c'est un peu son plan, généralement, si ça accroche bien, elle continue la soirée avec le mec et plus si affinité. Alors justement, elle le précise, elle sait que son discours fait genre elle pécho en balle et tout, mais elle en a rien à foutre. Elle fait ce qu'elle veut de son corps et elle en profite tant qu'elle se dit fraîche. Arrive le jour convenu du fameux rendez-vous, elle arrive à l'heure au rendez-vous et ce fameux Ben également. Ils arrivent à quoi 30 secondes d'intervalle, les deux donc pas de stress. Oui, ils commencent direct bien, ils sont directement dans le bain. Alors déjà, premier point cool, Ben ressemble à sa photo, genre pixel perfect, c'est lui. C'était même pas une photo genre pris à ton meilleur niveau ou non. C'est comme si c'était une photo de lui il y a une semaine. Alors là, le rendez-vous se passe, c'est pas exceptionnel. Elle nous dit que en face d'elle, il a aucun sujet de conversation. Elle se demande même si c'est bien lui qu'elle avait sur Tinder. Parce que là, à part avoir la tête penchée et de baver sur sa paire de seins, le mec il dit rien de fou. Alors du coup, Winnie fait un truc qu'elle ne fait pas du tout d'habitude. Mais elle va mettre fin au rendez-vous et lui dire qu'elle a une soirée prévue avec des copines et que par conséquent, elle doit partir. Winnie rentre chez elle et se dit ok c'est cool, j'ai choisi ce gars-là pour son comportement et tout. Il est un peu en dessous en termes de beauté, mais le niveau de conversation, maintenant c'est 0. Donc là, elle se dit pour ce soir, j'ai envie de me décompresser. Et elle demande à un gars s'il est chaud pour ce soir. Et effectivement, il est chaud. Et elle nous décrit pas toute sa soirée, mais ça s'est bien passé. Bref, après cette soirée, Winnie continue ses petites activités et il s'écoule facilement 2 mois. Et elle continue ses fréquentations et tout, mais il manque toujours ce petit truc en plus de l'attirance physique. Et à partir d'un moment, elle parle avec un mec, laisse tomber, elle nous dit que c'est une dinguerie. Physiquement, il est mannequin et justement, il est mannequin professionnel d'après ce qu'il lui dit. Et franchement, elle se dit ah ouais, là je comprends. Mais en plus de ça, il a de la conversation, au lieu des trucs habituels qu'elle reçoit du genre « Oh mademoiselle, t'es charmante, tu veux pas voir mon engin ce soir ?» Alors à partir de là, ils vont discuter et ça pendant pas mal de temps. Alors qu'en fait, Winnie, elle voudrait vraiment le voir. Malheureusement, il peut jamais, il y a toujours un décalage, il y a toujours une excuse du genre « Non mais je peux pas, je suis pas en ville actuellement, etc. » Sauf que là, pour le coup, oui, elle est vraiment très patiente avec lui. D'habitude, elle l'aurait jamais été, mais là le mec, il vaut le coup. Et forcément, elle attend, et elle attend encore. Jusqu'au jour où enfin, il lui dit qu'ils peuvent se voir, mais ce soir et pas un autre soir. Elle lui propose qu'il vienne chez elle, mais il veut pas. Il lui dit que non, il peut pas se déplacer chez elle, elle est obligée de venir chez lui. Il lui donne l'adresse et elle voit où ça se trouve et c'est dans les beaux quartiers de la ville. Elle se dit « Ah ouais, mannequin ça paye vachement bien alors qu'il est même pas connu à l'international. » Le truc c'est qu'il l'a prévenu assez tard et elle va pas pouvoir se préparer comme elle le fait d'habitude, mais c'est pas grave. Elle se fait une petite beauté et tout et hop, elle prend sa voiture et note l'endroit dans le GPS et direction la maison de ce gars qui s'appelle Andrew. Après un petit peu de route, elle arrive au portail de cette maison et Andrew lui dit via l'interphone qu'elle peut rentrer directement dans la maison. Et il lui dit qu'il est dans la cuisine en train de préparer à manger. Juste après ça, la porte s'ouvre et elle avance sa voiture. Et sur le parking, il n'y a aucune voiture qui est déjà garée. Bon, à vrai dire, sur le coup, elle avait pas capté ce détail. Mais maintenant, elle se dit que ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Elle arrive devant la porte d'entrée et elle fait comme il lui a dit. Donc, elle ouvre cette grande porte et elle arrive dans une maison, voire villa. Et forcément, elle est toute timide. Elle tient son sac à la main ou une petite pochette, j'ai pas compris ce que c'était.
de couleur dorée assortie à sa robe et elle avance tout doucement. Elle regarde à droite, à gauche pour voir où se trouve la cuisine, mais pour l'instant pas l'ombre d'une cuisine. Elle avance un peu et ce qui va la guider, c'est l'odeur d'un bon petit plat qui se fait sentir. Elle avance dans cette maison et effectivement, plus elle s'approche et plus ça sent bon la nourriture. Elle se dit même que ça sentait super bon. Ça lui donnait envie de dévorer ça direct. Sauf qu'elle va très vite plus avoir envie de manger. Elle a enfin au pas de la porte de la cuisine et elle aperçoit un homme qui est en train de cuisiner. Mais il est de dos. Alors elle signale sa présence en toquant à la porte et elle dit coucou. Là, le mec va se retourner et lui dire ah, coucou, ça va ? Et là, c'est une horreur sans nom pour Winnie. L'homme qui s'est retourné, ce n'est pas du tout Andrew. Il lui ressemble pas vraiment. Il est pas moche le gars, hein, mais c'est pas Andrew. Donc elle se dit c'est quoi ce délire ? Sur le coup, elle capte pas encore ce qui se trame. Le gars s'avance et plus il s'avance et plus elle arrive à distinguer bien son visage. Puisque oui, elle nous confie qu'elle est censée mettre des lunettes mais que comme plein de gens, elle ne les met pas. Elle réfléchit en speed de fou et elle se dit mais c'est qui ce gars ? Il me dit quelque chose mais je me souviens plus. Sauf que pendant ce temps, le gars s'est rapproché d'elle, il est à 1 mètre d'elle et il est planté là, comme ça, comme un piquet, avec un couteau à la main. Chose à vrai dire normale puisqu'il était en train de faire de la cuisine, mais c'est pas rassurant pour Winnie. Le gars voit qu'elle regarde de ouf le couteau, alors il lui fait « Ah ouais, désolé ». Il se retourne et il le pose sur l'îlot un petit peu plus loin. Et là vous vous dites bien que moi je vous raconte ça un peu long, mais pour elle tout se passe en quelques secondes. Puisque là, quand il revient se mettre devant elle et qu'un malaise s'installe, elle a une sorte de flashback et elle se dit « Oh putain, je me souviens, c'est Ben, le mec de Tinder. » Elle bug littéralement qu'elle ouvre sa bouche en mode bouche bée. Et le gars essaye d'en profiter pour l'embrasser. Elle cherche pas à comprendre et lui met un coup de sacoche. Là, elle se réveille de son état et lui dit « Mais t'es Ben, le gars de Tinder ? Pourquoi tu te fais passer pour un mannequin du nom de Andrew ? C'est quoi ton problème ? T'es un malade mental ?» Là, il la regarde et lui dit « Comment ça un malade mental ? Alors que c'est toi qui n'as pas compris qu'on était fait pour être ensemble ?» Elle le regarde dans les yeux et lui dit « Mais en quelle année on est fait pour être ensemble ? Vas-y tu me saoules, je me casse. » Là, il va la rattraper par le bras et lui dire « Non mais sérieusement, je t'ai préparé à manger et toi, tu peux pas partir. » Elle lui dit que non. À la base, elle vient pour rencontrer Andrew, un mannequin de 25 ans, il aime telle chose et telle chose. Il lui met le doigt sur la bouche et lui dit « Mais je sais, je t'ai dit ce que tu aimais pour être sûr que tu tombes amoureuse de moi. Et tu vois, maintenant, on est de nouveau réunis ensemble. Donc maintenant, viens manger avec moi et tu verras qu'on est fait pour être ensemble. » Elle lui bouge son bras et lui dit « Mais vas-y, laisse-moi, c'est bon, je veux me barrer. » Il lui agrippe alors le bras et il la tire en arrière et prend le couteau qui est posé sur l'îlot et lui dit « Vas-y, viens, on va cuisiner ensemble. » Tout ça avec un ton bien plus menaçant. Et là, elle se dit qu'elle doit rentrer dans son jeu, car elle se dit qu'effectivement, il a un caractère très spécial et qu'il est très changeant. Elle lui dit alors « Ok, on fait la cuisine. On mange et après je m'en vais. » Et là, il lui répond en rigolant « Ah ouais, vas-y, trop content, tu vas aimer ma bouffe. » Elle s'approche alors du plan de travail et lui demande le couteau pour finir de couper les poivrons. Et il lui dit que non, il va le faire. Mais elle peut surveiller la cuisson et tourner le plat dans la poêle. Elle entend qu'il se met à découper le poivron. Et à ce moment-là, ils sont dos à dos. Et là, elle décide de prendre la poêle à 2 mains avec le contenu dedans. Elle est prête à le frapper à la tête avec ça. Sauf que la plaque à induction se met à biper en mode il n'y a plus de poêle sur la plaque. Du coup, Ben se retourne et Winnie cherche pas à comprendre. Et c'est directement le coup de poêle dans la tête. Elle prend sa petite sacoche et elle court vers la porte d'entrée. Elle regarde absolument pas derrière elle. Elle arrive à sa voiture et avec le stress, elle galère à rentrer la clé pour démarrer la voiture. Mais elle y arrive enfin et elle recule et sort de cette allée. Heureusement pour elle, le portail pour s'ouvrir s'ouvre automatiquement. Sur la route, elle prend son téléphone et voit qu'elle a reçu plein d'appels manqués et un vocal qui lui dit qu'il va la retrouver et la traquer, puisque comme il le dit, ils sont faits pour être ensemble. Pendant son trajet du retour, elle repense au moment où elle hésitait entre chaussures à talons aiguilles ou talons classicaux. Et elle se dit qu'elle a bien fait de prendre les talons classiques car avec des talons aiguilles, elle serait peut-être pas sortie de la maison à temps. Elle rentre chez elle et demande à une amie si elle peut venir chez elle pour dormir avec elle, car elle a trop peur et elle veut parler de tout ça. Le soir même, sa copine vient chez elle et cette amie la convainc d'aller porter plainte plus tard. Et pour le coup, c'est ce que va faire Winnie. Elle va se rendre au poste de police et va tomber sur un policier qui comprend ce qui lui arrive. Et le fait est qu'elle a subi un catfish, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Sauf que manque de peau, ce qu'on fait sur internet, ça laisse des traces. Et grâce à une enquête rondement menée, ils ont pu savoir qui avait fait ça. Et effectivement, le gars s'appelait bien Ben, nom de famille, et pour ça il a reçu seulement, pour le coup, une mesure de non-communication et une ordonnance restrictive d'éloignement. Il ne doit pas être à moins de 50 mètres d'elle par exemple. Ça, c'est moi qui vous dis ça, je sais pas la distance, c'était pas communiqué dans le thread.
Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur. À force, on va croire que je suis en froid avec Tinder, alors que pas du tout, je m'en fous littéralement. Mais effectivement, à chaque fois, il y a des mecs très chelous. C'est pour ça, je crois d'ailleurs avoir vu une pub, c'est pas une sponsor, je préfère vous le dire. Il y avait un truc qui disait, il me semble, une pub Tinder qui disait « N'hésitez pas à dire avec qui vous allez et où vous allez ». Tu vois, tu communiques un petit peu. Tu dis à ta mère, ouais, je vais là, le 9 avril, j'y vais à 9h20, je suis avec un mec qui est censé s'appeler machin, tu vois, et bah faites-le si jamais, que ça soit Tinder ou une autre application de rencontre. Ou même sans utiliser d'appli, en fait. Bref, ce premier thread était kiffant, j'espère que vous l'avez kiffé. Moi je l'ai kiffé. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, on passe au second. Winnie est allongée sur son canapé et elle utilise Tinder. Billy et Mathis adorent les soirées cinéma entre amis, mais ce soir, c'est un peu spécial. Le salon de Billy est plongé dans l'obscurité, à l'exception des éclats lumineux de l'écran de télévision et des quelques bougies posées ça et là. Les deux adolescents sont installés dans des fauteuils dépareillés, entourés de snacks et de boissons. L'excitation est palpable alors qu'ils se préparent à regarder le dernier film d'horreur à la mode. Alors, t'es prêt à flipper comme jamais ? Lance Billy en ajustant le volume de la télé à un niveau qui promet de faire trembler les murs. Mathis, enroulé dans une couverture, affiche un sourire nerveux. On va voir, mais si je me mets à crier comme une fillette, c'est toi qui t'en chargeras de la partie rassurante. Billy rigole et lance une boule de popcorn dans la direction de Mathis qui l'attrape au vol. Allez, deal. Le film commence, au début c'est classique, une bande d'adolescents dans une maison isolée, des cris dans la nuit et une musique inquiétante. Billy et Mathis sont tellement absorbés par l'écran qu'ils en oublient presque la réalité autour d'eux. Leur rire se mêle aux répliques effrayantes du film, créant une atmosphère à la fois détendue et tendue. Mais au fur et à mesure que l'histoire se développe, des bruits étranges commencent à se faire entendre. Un craquement ici, un murmure là. Mathis hausse les épaules, tentant de rester concentré sur le film. Mais une lueur d'inquiétude se reflète dans ses yeux. « T'as entendu ça ?» demande Mathis en jetant un regard furtif autour de la pièce. Billy, qui est en train de se servir un verre de soda, hoche la tête. « Ouais, peut-être que c'est juste la maison qui grince. Tu sais, c'est une vieille maison. » Mais les bruits ne s'arrêtent pas. Des petits coups intermittents résonnent comme si quelqu'un tapotait sur une surface métallique. Mathis fronce les sourcils. « Ça me paraît un peu trop régulier pour être juste la maison. » « Bah, peut-être que c'est le vent. Il souffle fort ce soir, non ?» propose Billy, même s'il n'est pas totalement convaincu. Le film continue de défiler, mais la tension dans le salon est devenue palpable. Les bruits s'intensifient, comme si quelque chose essayait de s'introduire dans la maison. Les deux garçons se lancent des regards inquiets et le suspense croissant du film n'accentue que leur propre anxiété. Billy se lève finalement, secoue la tête. « Allez, je vais vérifier. Si c'est rien, on pourra se concentrer sur le film, sans cette histoire de bruit bizarre. » Mathis hoche la tête, essayant de paraître détendu, mais le regard fixé sur la porte. « Ouais, fais attention. » Billy se dirige vers la porte du salon, l'ouvre doucement et jette un coup d'œil dans le couloir sombre. Tout semble calme, à part les ombres projetées par les lampes de la rue à travers les rideaux. Il referme la porte avec un léger sourire. « Je te l'avais dit, c'était sûrement le vent. » Mais à peine s'est-il réinstallé que les bruits recommencent, plus forts et plus insistants. Mathis se lève cette fois, avec une lueur de détermination dans les yeux. « Allez, je vais vérifier, on peut pas rester dans le doute toute la nuit. » Mathis se dirige vers le couloir avec une détermination visible, laissant Billy dans le salon, l'air de plus en plus préoccupé. Le bruit s'est intensifié et il semble maintenant que quelque chose ou quelqu'un est en train de s'introduire dans la maison. Mathis scrute les ombres, la lampe torche de son téléphone en main. Le couloir est plongé dans l'obscurité et les rayons de la lumière se déplacent en balayant les murs, créant des formes mouvantes qui n'aident pas à calmer les nerfs déjà à vif. Il avance lentement, chaque pas résonnant dans le silence de la maison. Il arrive près de la fenêtre du couloir et remarque qu'elle est légèrement entrouverte. Un courant d'air frais entre et Mathis frissonne. Il la ferme doucement, vérifie les verrouillages, puis se tourne vers le reste du couloir. « Tout va bien ?» appelle Billy, d'une voix un peu hésitante depuis le salon. Mathis répond par un murmure. « Ouais, c'est juste la fenêtre, mais je vais vérifier un peu plus. » Il continue son exploration en s'assurant de vérifier chaque pièce. Les bruits continuent, mais ils semblent maintenant venir de l'étage. Mathis se dirige donc vers les escaliers, le cœur battant plus vite. Chaque marche semble craquer sous ses pas, accentuant le sentiment de malaise. Il monte prudemment, en essayant de faire le moindre bruit possible. Arrivé en haut, il se retrouve dans un petit couloir menant aux chambres. Les bruits se font de plus en plus clairs, des coups réguliers, comme si quelqu'un frappait contre une porte. Mathis se dirige vers la chambre de Billy, la porte est fermée. « Billy, t'es toujours là ?» murmure Mathis, en posant une main hésitante sur la poignée de la porte. Pas de réponse. Mathis ouvre lentement la porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur.
Tout semble en ordre, sauf pour la fenêtre légèrement ouverte. Il s'approche pour la fermer, mais un nouveau bruit se fait entendre, plus fort et plus proche cette fois. Matisse se fige, les sens en alerte. Il regarde autour de lui et voit une ombre se déplacer à l'autre bout du couloir. Son cœur s'emballe et il se demande s'il ne devrait pas rentrer au salon pour retrouver Billy. Mais juste à ce moment-là, un bruit plus fort éclate derrière lui, comme si quelqu'un essayait de forcer une porte. Matisse sursaute, se retourne brusquement et voit la porte du placard dans le couloir se balancer lentement. Il prend une profonde inspiration, se dirige vers le placard et l'ouvre lentement. À l'intérieur, il ne trouve rien. Il ferme la porte avec un soupir de soulagement et se dirige vers la chambre pour retrouver Billy. En redescendant, il croise Billy qui monte les escaliers en courant. « Alors, quoi de neuf ?» demande Billy, le souffle court. Matisse secoue la tête. « Je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Les bruits viennent de l'étage. » Billy blanchit légèrement, puis regarde autour de lui. « On doit faire quelque chose. Peut-être prévenir la police ?» Matisse hoche la tête, se dirigeant vers le salon pour prendre le téléphone. Les deux garçons se retrouvent en un instant dans une situation qu'ils n'avaient pas anticipée. Le film d'horreur semblait maintenant dérisoire face à la réalité qu'ils affrontent. « Je vais appeler la police », dit Billy, la voix tremblotante. Matisse le regarde, inquiet. « Ok, je vais regarder ici et garder un œil sur les bruits, alors fais vite. » Billy compose le numéro d'urgence avec des mains tremblantes, tandis que Matisse surveille l'étage, inquiet. Le bruit des coups continue à résonner, créant une ambiance de plus en plus angoissante. « Oui, bonsoir. Il y a quelqu'un dans notre maison. On entend des bruits suspects et on pense qu'il y a peut-être un intrus, » explique Billy à l'opérateur, la voix hésitante mais déterminée. L'opérateur lui assure que la police est en route, mais le temps semble s'étirer à l'infini. Les bruits s'intensifient et le sentiment d'angoisse monte d'un cran. Matisse descend les escaliers pour vérifier à nouveau et Billy le suit, éteignant les lumières pour ne pas se faire repérer. En bas, les bruits cessent brusquement. Une tension palpable s'installe alors que les garçons se faufilent dans le couloir, écoutant attentivement. Soudain, une ombre se déplace rapidement derrière une fenêtre de la cuisine. Matisse et Billy échangent un regard inquiet. Matisse murmure alors « Je pense qu'il est dans la cuisine !» Les deux adolescents avancent lentement vers la cuisine, leur cœur battant à tout rompre. La lumière de la cuisine est éteinte et les silhouettes des objets de la pièce se dessinent à peine. Ils approchent de la porte, Billy mettant une main sur la poignée, prêt à ouvrir en grand. Billy pousse doucement la porte de la cuisine. À l'intérieur, une silhouette sombre est en train de fouiller les tiroirs, visiblement à la recherche de quelque chose. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment s'ajoute à la tension de la scène. Matisse pousse un petit cri étouffé en voyant l'intrus. Billy, prenant une profonde inspiration, essaye de garder son calme. « Hé, toi là !» Il lui crie ceci en faisant face à l'intrus avec courage. La silhouette se redresse brusquement, une forme menaçante dans l'obscurité. L'intrus, un homme aux traits flous et au visage partiellement caché sous une capuche, se tourne vers les garçons, un couteau à la main. « Allez-vous-en !» hurle Matisse, essayant de se faire entendre. « La police arrive, on les a appelés !» L'intrus regarde les garçons avec des yeux qui brillent d'une lueur malveillante. Il fait un pas vers eux, et Billy sent son cœur s'affoler. « On doit bouger !» murmure Billy à Matisse. « On peut pas rester ici !» Matisse hoche la tête et les deux garçons reculent lentement, se dirigeant vers le salon. L'intrus les suit, ses pas lourds résonnant dans la maison. Les garçons se précipitent vers la fenêtre du salon, espérant sortir avant que l'intrus n'atteigne la pièce. Billy ouvre la fenêtre en grand et les deux garçons se glissent à l'extérieur, atterrissant dans le jardin. Ils se précipitent vers la rue, entendant les sirènes de la police se rapprocher. Les bruits de pas de l'intrus s'éloignent et bientôt, les voitures de police arrivent. Les agents sortent en courant pour entrer dans la maison. Billy et Matisse, haletants et tremblants, regardent depuis l'extérieur alors que les policiers interviennent. Un des agents revient vers eux, un homme en uniforme qui a l'air rassurant. « Vous allez bien les garçons ?» Matisse, encore sous le choc, hoche la tête. « Ouais, ça va, on va bien, merci. » Billy ajoute la voix tremblante. « Il était dans la cuisine. On a essayé de sortir avant qu'il ne nous attrape. » L'agent leur sourit. « Vous avez bien fait de prévenir la police. Pour votre sécurité, restez dans la voiture de police pendant qu'on vérifie encore la maison. On va s'assurer que tout est en ordre. » Les garçons acquiescent et montent dans la voiture de police, où ils s'installent sur les sièges arrière. L'agent leur donne une couverture pour les réchauffer et leur offre de l'eau. Ils se regardent, toujours sous le choc, mais soulagés d'être en sécurité. À l'intérieur de la voiture, ils voient les policiers entrer dans la maison et commencer à inspecter chaque pièce. Les minutes semblent interminables, mais l'idée de savoir que les autorités sont là pour les protéger les réconforte. Enfin, un des policiers revient vers la voiture, l'air rassuré. Tout est sous contrôle, l'intrus a pris la fuite. Mais nous avons retrouvé des preuves qui pourraient nous aider à le retrouver. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, mais restez prudents. Billy et Matisse remercient les policiers, toujours un peu secoués, mais soulagés. En quittant la voiture, ils se dirigent vers la maison, maintenant calmes, mais marqués par les événements de la nuit. Cette nuit-là, ils ont flippé comme jamais. Ils n'ont pas dormi, couteau à la main, et suite à ça, ils n'ont plus jamais eu de détails sur cette histoire.
Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que vous l'avez kiffé, hein, moi je l'ai bien kiffé. De toute façon, je crois que les histoires d'intrusion, c'est l'un de vos thèmes préférés. N'hésitez pas à me dire, mais je crois que normalement, c'est entre ça et forêt, plus ou moins. C'est un peu vos trucs préférés, je le sais. Voilà. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me le dire toujours dans les commentaires. Ça aide des fois, je me dis, ah là au final, avant il n'y avait pas trop de ce thème-là, et là il y en a beaucoup plus que maintenant. Donc peut-être que je vais aller en chercher. Des fois je fais ça. Je cherche un thème en particulier, quoi, avec des petits mots-clés et des petits VPN, tu connais. Mais je suis pas sponsor, donc pas de pub pour un certain VPN. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Laura décide de partager une histoire qui lui est arrivée il y a quelques mois dans sa ville étudiante. Elle préfère appeler ça une anecdote parce que ça la rassure un petit peu. Pour des raisons de sécurité, elle ne va pas dire le nom de la ville, mais elle espère que c'est compréhensible. Bon, elle va essayer d'être la plus claire possible. Si quelqu'un doute de ce qu'elle raconte, elle peut même fournir des preuves. Allez, c'est parti, il faut savoir que son appart étudiant est dans une résidence située dans une rue super calme, où il ne se passe jamais rien. Même à 3 h du matin, il n'y a pas de bruit ou de cris, comme on pourrait en entendre dans le centre-ville ou les quartiers un peu plus agités. C'est vraiment un coin tranquille et à première vue assez sécurisé. Et ça la rassure, surtout qu'elle est un peu parano sur les bords. Elle a souvent peur qu'il lui arrive un truc dans son appart, d'autant plus qu'elle habite au rez-de-chaussée. Son appart donne sur un petit chemin que tous les résidents empruntent pour aller dans les autres bâtiments. Il y a pas mal de monde qui passe par là tous les jours, même si quelques buissons font un peu office de barrière entre sa fenêtre, un petit bout d'herbe et le chemin en béton. C'est important pour la suite. Désolé si c'est long. Alors le 22 mars, elle rentre de ses courses et en passant devant les boîtes aux lettres dans le hall, elle voit une feuille accrochée à la porte d'entrée. Elle est écrite à la main et dit « Bonjour, je suis une des voisines du bâtiment d'à côté. Il y a eu beaucoup de problèmes de voyeurisme ces derniers temps. Je ne dis pas ça pour inquiéter, mais pour prévenir. La situation a été prise en charge par les autorités, un homme a été interpellé. Mais malheureusement, ce n'était pas le seul homme à venir. Une caméra va être bientôt installée. Il y a eu des trous qui ont été faits dans les volets et je m'adresse alors particulièrement aux filles. Vérifiez vos volets et si vous voyez des trous, bouchez-les avec du scotch. Je laisse mon numéro et mon but est d'en finir totalement. Et cela est sur la bonne voie. Bonne journée à vous les filles. Quand Laura lit ça, elle a des frissons. Direct, elle appelle la voisine pour avoir plus de détails. La fille lui explique que ça remonte à juin 2023 et qu'un deuxième homme a été arrêté en février 2024. Là, tout s'accélère dans sa tête. Elle se souvient soudain que cet avis colle parfaitement avec une situation super étrange qu'elle avait vécue. En février justement. Un soir, elle s'apprêtait à sortir en boîte avec une copine, comme d'habitude. Elle avait l'habitude de laisser sa fenêtre entrouverte avec le rideau légèrement ouvert pour que son chat puisse rentrer si elle revenait très tard. C'était un quartier calme, donc elle ne s'inquiétait pas vraiment. Ça faisait des mois qu'elle faisait ça et il ne lui était jamais rien arrivé. Mais ce soir-là, elle a eu un mauvais pressentiment. Pour la première fois, elle a décidé de fermer la fenêtre et de ne pas rentrer trop tard. Elle se disait qu'elle ouvrirait à son chat en rentrant. Elle revient de boîte vers 2 h du matin. C'était en hiver donc il faisait super froid et encore plus sombre à cause du brouillard. Entre l'arrêt de bus et sa résidence, il y a environ 2 minutes de marche. Un trajet qu'elle avait déjà fait plusieurs fois de nuit sans forcément avoir peur. Mais cette fois, c'était complètement différent. Le trajet lui a semblé durer 20 minutes au lieu de 2. Elle avait l'impression d'être observée, suivie même, et une énorme peur la prenait, même s'il n'y avait aucune raison apparente de s'inquiéter. Tout était pourtant comme d'habitude. Alors elle trace jusqu'à l'entrée de son bâtiment, jetant un coup d'œil à sa fenêtre, un réflexe qu'elle avait à chaque fois, sans vraiment de raison particulière. Les volets étaient fermés, donc la fenêtre se fondait dans le décor du mur du bâtiment. À 3 h du matin, Laura sort pour ouvrir à sa copine qui la rejoint un peu plus tard. Elle emprunte le couloir, passe la porte du hall, puis le petit chemin pour atteindre le portail de la résidence et lui ouvrir. Elle fait son habituel coup d'œil vers sa fenêtre, et là, elle a une nette impression. Elle voit une silhouette se cacher derrière un angle de l'immeuble. Elle en est certaine car le décor autour est tout blanc. Ce n'était pas un poteau ou un buisson, il n'y avait rien qui pouvait créer un effet d'optique. Elle était super parano, s'est figée un instant, mais a fini par rentrer rapidement en traînant sa pote avec elle. Sa copine lui dit qu'elle n'a rien vu et qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Mais Laura est sûre de ce qu'elle a vu, persuadée qu'il y avait quelqu'un. Elle repense à cette mauvaise sensation en partant, à ce sentiment d'être observée en rentrant. Voir l'annonce sur le voyeurisme, ça a fait tout s'éclaircir dans sa tête. Aujourd'hui, Laura vit toujours là-bas. Elle ne peut pas changer d'appartement du jour au lendemain. Donc, elle s'est habituée à faire attention en rentrant la nuit. Voilà, c'est tout. Elle donne juste un petit conseil, c'est de fermer vos fenêtres. Clairement, le meilleur conseil qu'elle puisse donner. Allez, on passe au prochain thread d'horreur.
Alors, juste avant de commencer ce thread d'horreur, si tu ne l'avais pas fait, un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. Et si en plus tu veux mettre la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire un petit commentaire, ça aide toujours. Mike, un gars de 18 ans du Nevada, se rappelle d'une histoire assez dingue qui lui est arrivée quand il avait 17 ans. Un jour, avec deux de ses potes, Star 16 ans et Adriana 17 ans, ils ont eu cette super idée de faire un petit trip de 45 minutes pour aller explorer la grotte de Lovelock. C'était vers la mi-août, il devait être autour de 18h quand ils ont décidé de se lancer dans cette aventure. Mike, à l'époque, roulait dans une vieille Ford F100 de 1969. La bagnole avait ses soucis, le démarreur commençait à lâcher, les bougies étaient presque mortes et le calage moteur était mauvais. Du coup, la camionnette avait déjà du mal à démarrer même à chaud, alors à froid, c'était pire. Bref, il décide quand même d'aller à Lovelock. En arrivant au pied de la montagne, Mike grimpe la colline avec son camion jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Parce que, comme il le dit, il est probablement la personne paresseuse la plus athlétique qui existe. Et il voulait marcher le moins possible. Il garde donc la camionnette presque à l'entrée de la grotte. À ce moment-là, le soleil commençait à se coucher et il faisait déjà sombre et un peu nuageux. Ils descendent du camion et se dirigent vers l'entrée de la grotte. En s'approchant, ils entendent des coups étranges venant de l'intérieur. Ils se lancent des regards bizarres mais continuent quand même. Une fois à l'intérieur, ils commencent à chercher ces fameux hoches géants dont on parlait quand la grotte a été découverte. Plus ils s'enfoncent dans la grotte, plus ils tombent sur cette vieille plateforme minière faite de planches de bois qui avait été installée là il y a longtemps. Et c'est là qu'ils recommencent à entendre des coups, cette fois plus près de l'entrée. Ils se regardent tous, un peu paniqués. Mike sent la chair de poule monter sur sa peau. À ce moment-là, Star et Adriana fixent son visage, comme pour essayer de lire sa réaction face à ces bruits. Les coups commencent alors à se transformer en gémissements, mais très faibles. Les filles, flippées, se planquent derrière Mike pendant qu'ils essayent de sortir de la grotte. Et là, plus ils avancent, plus les gémissements deviennent plus forts. Pourtant, ils n'arrivent toujours pas à voir d'où viennent les bruits, même avec la grosse lampe de Mike qui éclaire toute l'entrée. En rampant vers la sortie, Mike balaye la zone avec sa lampe, jusqu'à ce qu'il la braque sur son camion. Et c'est là qu'il voit un truc de dingue. Quelque chose d'immense, qui ressemble à un cerf, mais debout sur ses pattes arrière. Ces bois étaient énormes, presque comme ceux d'un élan. Mike pense que les filles n'ont pas vu la créature à ce moment-là. Alors il baisse vite sa lumière. Il leur dit de se mettre à plat ventre et de ramper. Il se traîne loin du camion et s'arrête un instant. C'est là qu'il commence à entendre des pas lourds venir vers eux. Mike panique et leur crie de se lever et de courir. « Suivez ma lumière !» hurle-t-il en se levant et en partant à fond. Il court à toute vitesse, essayant d'échapper à ce truc. Finalement, ils réussissent à atteindre le camion, grimpent dedans et verrouillent les portes. Mike essaye de mettre la clé dans le contact, mais ses mains tremblent tellement qu'il n'y arrive pas. Après environ 20 secondes de galère, il parvient enfin à mettre la clé. Il la tourne et rien. Le camion ne réagit pas. Mike sait ce qu'il doit faire, mais ça implique de sortir du camion pour taper sur le démarreur avec la barre métallique qu'il a à côté de lui sur le siège. Mike baisse légèrement la vitre et éclaire avec sa lampe pour voir si la chose qu'ils ont vue est toujours là. Il ne la voit pas, donc il se dit que c'est sûrement sans danger de sortir du camion pour taper sur le démarreur. Il ouvre très doucement la lourde porte en métal, descend du camion et fait le tour. Il se met accroupi, près du pneu avant passager, pousse sa tige en métal entre le cadre et l'aile, puis tape plusieurs fois sur le démarreur. Alors qu'il se relève, les filles commencent à taper sur la vitre en pleurant et en criant, en pointant du doigt quelque chose derrière lui. Sans même regarder, Mike se met à courir de l'autre côté du camion pour remonter à l'intérieur. Il entend cette chose respirer lourdement, juste derrière lui, comme si elle le fixait. Alors qu'il s'approche de la porte, la créature se met à courir super vite. Mike ouvre sa porte, saute à l'intérieur et la claque aussi fort que possible. Il verrouille la porte à la vitesse de la lumière juste avant que la chose ne cogne contre. Et là, il voit que la créature a changé de forme. Elle ressemble maintenant à un corps humain en décomposition. Mike tourne la clé dans le contact, mais le camion peine à démarrer. Il coupe le contact, réessaye et cette fois le moteur rugit de nouveau. Il allume les phares et commence à essayer de s'échapper de cet endroit. Mais la chose continue de frapper à la porte alors qu'il commence à rouler. Quand les phares l'atteignent, la créature se fige, comme un cerf pris dans les feux d'une voiture avec des yeux furieux. Complètement paniqués, Mike et les filles hurlent comme des enfants. Mike enclenche la marche arrière à fond dans la colline avec la créature qui se lance à leur poursuite. Il descend la colline à toute allure puis se retourne d'un coup sec pour faire un dérapage, comme dans les films. Il passe en première, appuie à fond sur l'accélérateur et la créature continue de courir après eux. Mike pousse le camion à fond dans les tours et passe en deuxième. Les pneus dérapent, soulevant un énorme nuage de poussière alors que le camion fonce sur le chemin de terre. À ce moment-là, ils sont tous au bord des larmes. Finalement, ils quittent la terre et retrouvent l'asphalte, tandis que la créature commence à perdre du terrain. Mike garde l'accélérateur au plancher, s'assurant qu'ils mettent le plus de distance possible entre eux et cette chose. Ils rentrent enfin chez eux,
complètement sous le choc. Une fois à la maison, ils se mettent tous à rechercher sur internet pour comprendre ce qu'ils viennent de voir. Mais Mike ne veut pas dire le nom de la créature sur aucune plateforme, de peur qu'en prononçant son nom, elle ne réapparaisse. Autant dire que plus jamais, mais alors jamais, ils ne retourneront dans ces grottes, surtout pas dans le noir. Alors, Charlotte raconte une histoire qui lui arrive à Hong Kong pendant son échange étudiant. Elle précise d'entrée que ça l'a quand même pas mal secouée, surtout qu'au début, elle n'avait pas compris la situation. Ce qui semblait rigolo au début lui était vite apparu beaucoup moins clean. Pour planter le décor, elle explique qu'elle était étudiante d'échange à Hong Kong et qu'elle venait d'arriver dans la ville. Elle était logée dans une famille d'accueil, mais ça se passait pas super bien avec eux. Du coup, elle passait la majorité de son temps dehors, dans les quartiers touristiques qu'elle aimait bien. Parce qu'il y avait toujours une bonne ambiance et c'était plein de vie. Son histoire se passe entre septembre et octobre 2023. À cette période, Charlotte faisait partie d'un club de natation et devait s'acheter des palmes pour les entraînements. Donc elle va dans un magasin de sport dans un des quartiers touristiques qu'elle connaissait déjà plutôt bien, parce qu'elle y avait déjà traîné plusieurs fois. En entrant dans le magasin, elle remarque 3 gars. Pour l'histoire, elle décide de les nommer John, Lee et Kim. Rien d'anormal chez eux à première vue. Donc elle ne s'attarde pas et se dirige lentement vers le rayon où elle peut trouver des palmes. Une fois sur place, elle se concentre sur ce qu'elle est venue chercher. Mais du coin de l'œil, elle aperçoit les 3 silhouettes. Elle relève la tête et voit les 3 gars qu'elle avait croisés à l'entrée. John, lui, sourit et Kim et Lee lui font un petit signe de la main. À ce moment-là, elle ne se méfie pas trop, trouve ça normal et continue de chercher ses affaires. Elle va dans un autre rayon, histoire de voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait l'intéresser. Et là, encore une silhouette, pas loin d'elle. Elle relève la tête et voit de nouveau John avec un grand sourire, qu'elle trouve d'ailleurs plutôt craquant. Kim et Lee sont un peu plus loin, rigolant entre eux et lui refont un signe de la main. Ce petit jeu va durer un bon moment. Pendant une vingtaine de minutes, à chaque rayon qu'elle visite, les 3 gars la suivent discrètement, lui sourient et discutent entre eux en rigolant. Au bout d'un moment, son instinct lui dit de ne pas traîner. Charlotte commence à sentir que quelque chose cloche, même si au début, elle pensait que c'était juste de la parano. Elle décide donc de prendre ses palmes, de payer rapidement et de sortir du magasin au plus vite. Après avoir passé en caisse, Charlotte ne voit plus les 3 gars. Du coup, elle se calme un peu. Elle se dit qu'elle a paniqué pour rien et qu'elle a dû imaginer tout ça. Elle arrive à la porte par laquelle elle est entrée dans le magasin et là, son sang se glace. Ils sont tous les 3 là, juste devant, en train de lui sourire et de discuter entre eux. À ce moment-là, tout s'emballe dans sa tête. Elle se dit qu'elle arrivera à franchir la porte avant eux et qu'une fois dehors, elle aura environ 20 secondes d'avance pour filer en courant. Sans perdre de temps, elle franchit la porte, monte les escaliers 4 à 4 et tape son meilleur sprint dans la rue, jusqu'à arriver au coin de la rue pour garder un œil sur les escaliers qu'elle venait d'emprunter. Et là, c'est le choc. Charlotte réalise qu'elle n'a pas imaginé la situation. Les mecs étaient bel et bien en train de la suivre. Ils viennent de passer la porte et scrutent la rue en mettant leurs mains au-dessus de leur front, comme pour essayer de la repérer. Elle se sent paralysée car leur comportement ne laisse aucun doute. C'est bien elle qu'ils cherchaient. Et là, John lui lance un sourire en coin, un sourire mauvais qui la fait frissonner. Elle ne sait même pas comment il a pu la voir dans la foule, mais ça n'a plus d'importance. Il murmure quelque chose à l'oreille de Lee qui finit par la repérer aussi et commence à se diriger vers elle. À ce moment-là, elle n'a qu'une réaction possible. Elle prend ses jambes à son cou et court jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus ce sentiment de danger imminent. Elle s'arrête enfin quand elle sent qu'elle est hors de portée. Charlotte ne saura jamais si c'était de la paranoïa ou si ces gars avaient vraiment de mauvaises intentions. Mais cette histoire l'a profondément marquée. Après ça, elle a arrêté de sortir à des heures tardives et elle ne sort plus seule. Elle conclut en disant que même si cette histoire n'est pas particulièrement effrayante, elle a vécu un moment de pur stress et d'angoisse. C'était la première fois que son instinct lui disait clairement qu'elle était en danger. Justifiée ou non, elle ne le saura jamais, mais au fond, tant mieux si elle ne le saura pas. Oui, clairement, vaut mieux qu'elle n'en sache rien. Vaut mieux courir, hop, comme ça, il t'arrive rien en fait. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à regarder une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.